Voilà, bonjour à tous. Donc on avait une trentaine d'inscrits. On voit maintenant que la plupart des personnes sont bien présentes. Je vais donc démarrer, ce webinaire. Donc le sujet, c'est notre nouvelle version, la V12 de Mercator. A priori, celle-ci est disponible déjà depuis, quelques semaines, donc si vous êtes à jour dans vos Mercator, vous avez pu voir nos nouvelles icônes, nos écrans, reformatés arriver dans vos Mercator et donc l'idée, c'est de faire le tour de ceux-ci aujourd'hui, voir un petit peu les trucs et astuces, liés à cette V12, en sachant que, bah, comme toujours, une version de Mercator, elle pense au passé, donc elle ne casse pas tout par rapport à ce que vous avez en place en termes de paramétrage et cetera. C'est aussi une raison pour laquelle, beh, on ne refond pas complètement, l'ensemble des fenêtres, et cetera. Ça reste bien un Mercator, mais également c'est le début, d'une nouvelle aventure avec, d'autres mises à jour qui arriveront sur cette V12 avec, tout un package de fonctionnalités, qui arriveront. D'ailleurs aujourd'hui je pourrais pas présenter tout ce qui a déjà été fait entre-temps. Alors rentrons dans le vif du sujet. Vous avez vu qu'on a revu, par exemple, notre icône, donc le logo de Mercator, je dirais. On a revu l'ensemble des icônes du programme, pour apporter, bah, plus de modernité, plus de couleurs également. On va avoir en fait, dans Mercator maintenant vraiment un jeu, de couleurs liées aux différentes signalétiques, hein. Exemple fournisseur, voilà, je vais associer, à mon signalétique de fournisseur une certaine couleur pour, beh, facilement retrouver dans un effet visuel, les éléments, les différents objets avec lesquels on joue dans, Mercator. Alors les fenêtres ont été également revues. On voit qu'en fait on épouse complètement, donc l'OS, donc le système, ici Windows que vous avez avec, le même type de fenêtre. Bah oui, on sait que Mercator évolue dans un environnement Microsoft Windows. Eh bien ici on se calque, sur ceci et donc ça évoluera. Les fenêtres peuvent donc être différentes selon la version, de Windows que vous utilisez. Je suis en Windows 11 ici et donc j'ai le même type de fenêtre. Au niveau des couleurs, beh, en fait, ici, vous voyez, les couleurs sont du paramétrage. Donc si vous voulez, vous pouvez demander à votre chef de projet de venir, placer les nouvelles couleurs. On ne le fait pas sur un dossier existant, bah, parce qu'en fait, étant donné qu'on peut tout changer dans vos écrans, on pourrait, venir casser certaines choses. Hem et donc là, on reste prudent pour ceci. Alors, il y a aussi un travail qui a été fait au niveau des grilles. Vous voyez qu'elles ont été aussi apurées. Fonctionnellement, elles restent tout à fait identiques, hein. On voit qu'on a toutes les fonctionnalités habituelles d'une grille, via les clics droits, rechercher dans les colonnes, clic droit, ici exporter. Donc il y a pas de nouveauté à ce niveau-là. C'est plutôt vraiment de l'ordre visuel où, ici on vient, finalement, alléger, la grille avec, un zébrage, des nouvelles icônes, qui arrivent également. Alors, j'anticipe la question. Au niveau de la grille, du Lines Editor, on a fait le choix de ne pas mettre, ce zébrage pour pas justement venir alourdir vos grilles d'encodage, en sachant que ces grilles d'encodage embarquent déjà pas mal de customisation chez vous avec des jeux de couleurs possibles et donc on voulait pas venir surcharger les choses. À la question: «Ah oui, mais je ne m'y retrouve pas quand, j'ai beaucoup de lignes», je peux déjà anticiper en disant qu'on a quand même le focus qui reste, hein. Donc c'est-à-dire que quand je suis sur un focus de ligne ici dans Mercator, j'ai bien, ma ligne qui se met entièrement en surbrillance. Alors, nouveauté dans cet écran, on pourra également le voir au niveau des écrans de signalétique. En fait, tout ce qui est écran, qui est encodable, on a maintenant, une barre de tâches, avec, la possibilité d'épingler, vos boutons préférés et donc ça, c'est à l'utilisateur de le faire. Par exemple, ici, donc, j'ai le prévisu donc le duplicata, pardon, PDF, le prévisu et l'imprimé qui sont présents directement dans ma barre de tâches. On se souvient que précédemment, beh, soit j'utilisais un raccourci clavier, CTRL-Q, CTRL-P, ou alors j'allais depuis le menu fichier tout en ayant le focus sur le document. Eh bien ici, on se dit: «OK,
amélioration ergonomique, on va retrouver ces fonctionnalités directement à disposition au sein du document. Et donc comment j'épingle une fonctionnalité? Donc, on va pouvoir, par exemple, je vais en retirer une, celle-ci, et bien voilà, je vais épingler Mmh, donc mon envoyé. Donc quand je passe avec, ma souris, j'ai un petit tooltip qui me rappelle le texte et comme ceci, beh, mon duplicata arrive. Je vais pouvoir également déloquer ma barre de tâches pour dire: «Bah, OK, en fait, le duplicata, je le laisse là. Par contre, le paiement, voilà, j'intervertis paiement, comme ça j'ai ceci, voilà, et tout ce qui est, impression, je dirais, ou en tout cas envoi du document, sont l'un à la suite de l'autre. Et donc ça, c'est aux utilisateurs, à réaliser, hein, ceci. Voilà. Autre exemple, dans un signalétique, j'ai exactement la même chose. Alors, pour ceux qui préfèrent avoir directement le texte, bah, simplement parce qu'ils sont habitués, ou alors, bah, parce que pour eux, c'est plus intuitif que juste une icône, même si on a travaillé les icônes pour que, bah, à l'œil, on s'y habitue et qu'on puisse facilement les reconnaître. Exemple, le recherché qui garde le bleu du recherché et le filtre, donc icône qui garde le jaune du filtre, précédemment. On peut toujours, passer dans l'ancien mode, via clic droit dans la barre de tâches, je vais pouvoir remettre comme, c'était avant avec directement le texte qui est embarqué. Quoi qu'il arrive, on a fait le choix, hem, au niveau des boutons enregistrer et fermer, parce que les icônes ne nous permettaient pas, d'assez différencier les opérations, de garder le texte quoi qu'il arrive. Et donc le grand avantage de ne pas avoir le mode, avec texte, eh bien, c'est d'épingler ces différentes icônes et les avoir directement à disposition. Parce que si je suis dans l'ancien mode, qui fonctionne aussi très bien, hein, mais je vais devoir à un moment donné dérouler mon bouton pour voir d'autres options et ensuite Mercator retiendra, et ça vous avez l'habitude, de manière préférentielle, le bouton. On a également, une petite nouveauté ergonomique qui est, donc le volet fenêtre active qui arrive, au même titre que les volets de ruban de raccourci. Hem et ceci, bah, ça fonctionne de manière dynamique. Quand j'ai une fenêtre ouverte, alors, on pourrait par exemple être en mode ajusté, hein. Donc j'ai plusieurs fenêtres ajustées. Pourquoi je les ajuste? Beh, bien parce que comme ça, elles sont maximisées en termes de visualisation. J'ai un maximum d'informations à l'écran, voilà. Pour rappel, le mode ajusté peut être un mode par défaut de la fenêtre, hein. Ça, vous pouvez le faire dans la définition des écrans et vous pouvez poser la question à vos chefs de projet le cas échéant. Et donc voilà, je suis en mode maximisé, je ne vois pas les autres fenêtres. Ben si, en fait, avec cette nouvelle fonctionnalité fenêtre active, je vais pouvoir facilement aller de fenêtre en fenêtre et on voit que c'est dynamique. On a même, une petite miniature qui nous montre l'écran avec du texte aussi qui résume quel est cet écran. Alors ce mode, fenêtre active peut être, mis par défaut, à l'ouverture. Pour ça, eh bien, il faut venir dans le ruban, dérouler le ruban et mettre fenêtre active au login. C'est aussi disponible dans outils utilisateurs, profil au niveau de l'interface. Je vais aller à cet endroit pour un peu montrer, également d'autres nouveautés, en termes, ergonomiques. Bon voilà, j'ai perdu ma fenêtre ici parce que j'ai cliqué au mauvais endroit. J'ai également le bouton home qui me permet de tout minimiser et ensuite, beh, de reprendre facilement mon profil utilisateur que j'avais ouvert. Donc dans l'onglet interface, de outils utilisateurs profil, je vais pouvoir également cocher montrer fenêtre active, donc je pourrais définir ceci par défaut pour mes utilisateurs, ils ne doivent pas forcément le faire eux-mêmes. Et j'ai également, des éléments ici qui ont été revus en termes de position et taille de fenêtre. Je ne vais pas ici, faire l'ensemble, donc les noms sont assez explicites. On peut en fait fixer la position des fenêtres pour un utilisateur, pour un nom d'ordinateur, et cetera. Quand on jongle avec différents écrans, que ce soit pour les fenêtres ou pour les grilles, c'est cintré, centralisé maintenant et bien scindé entre fenêtres et grilles. Je vais pouvoir également supprimer, tout ce qui a été personnalisé. Ça me permet de rappeler, beh, oui, que Mercator retient bien la position
des fenêtres par utilisateur et par écran. Et donc vous pourrez faire cette gestion également maintenant au niveau directement de l'utilisateur. Voilà. Alors, si vous êtes en Mercator et je pense que c'est ou en tout cas si vous êtes en Mercator depuis, un petit temps ou alors que votre projet est en cours d'implémentation, peut-être que ceci est plus intéressant pour vous. Vous avez, des modèles d'impression qui existent, mais on a décidé également de revoir ceci par défaut avec une nouvelle charte graphique. Alors à voir, hein, à quel point ça peut être utile. Peut-être que vous pouvez, en discuter avec votre chef de projet, pour embarquer certaines choses standards dans vos modèles d'impression afin de les apurer. Ce qui change fort ici, et qui apporte la grosse touche de modernité dans nos modèles d'impression, c'est le fait qu'on abandonne, la grille en question. On utilise le zébrage avec des choses assez fines, au niveau de l'œil et pareil pour tout ce qui est toto, c'est aussi, hem, je dirais mieux organisé. Ou en tout cas, c'est apuré. Donc voilà, ça c'est pas obligatoire, mais il est possible qu'on embarque dans vos documents d'impression qui sont déjà paramétrés, certaines nouveautés en termes, de qualité, je dirais visuelle et de modernité visuelle. Pareil aussi, pour les différents canevas, d'envoi de mails. Vous avez peut-être le CRM de Mercator et vous avez, alors possiblement des mails qui sont envoyés. N'oubliez pas que Mercator et ça c'est pas nouveau, heu, embarque dans son mail, vraiment un canevas HTML qui peut être customisé à souhait, puisque c'est un langage tout à fait standard HTML et donc ici, bah, nous, on s'est permis de aussi apporter, une nouveauté par défaut, plutôt que d'avoir un texte brut à cet endroit. Donc n'hésitez pas aussi de solliciter vos chefs de projet, sur le sujet. Voilà, donc ça c'était, l'essentiel au niveau des fonctionnalités, je dirais, de visualisation, les nouveautés qui apparaissent. On a également un centre de notification qui, fait son arrivée. Alors pour l'instant, on y pousse surtout, tout ce qui est communication sur, nos nouveautés, les nouvelles fonctionnalités pour que vous soyez au courant et donc si vous cliquez sur la notification, ça va démarrer votre web browser et vous allez pouvoir, par exemple ici sur cette fonctionnalité V12, voir le détail de ce qu'elle contient et déjà tester, en prélude les choses avant même qu'on vous forme là-dessus ou qu'on fasse un séminaire sur le sujet. Mais en soi, c'est un centre de notification qui pourrait être utilisé aussi, par l'intermédiaire des actions du CRM. Donc, par exemple, hein, le sujet est à la mode puisque il doit être maintenant, urgent d'être prêt pour PayPal, eh bien, on pourrait, lier à la réception d'un nouveau document, PayPal, une action, du CRM. Donc, voilà, par exemple, ici, j'ai une action du CRM PayPal qui est arrivée et avec la possibilité d'avoir une notification, qui sera en lien avec cette action, qui apparaît ici en bas à droite de mon écran et alors, ça existait déjà, mais j'ai la possibilité de venir la glisser dans mon centre de notification. Comme ça, eh bien, OK, je ne vais pas traiter ça tout de suite, mais j'ai l'ensemble de mes notifications qui sont ici et donc je sais que, voilà, aujourd'hui, je vais devoir traiter ces factures PayPal entrantes. Ça me permet de faire une petite parenthèse, sur ce mode, CRM, PayPal. Pourquoi l'utilité d'avoir une action du CRM quand un document PayPal arrive? Eh bien, parce qu'on va pouvoir gérer du droit, dessus et donc orienter, certains documents pour certaines personnes pour le traiter et derrière avec un bouton, pouvoir facilement passer dans la fonctionnalité pour ceux qui utilisent déjà PayPal, d'import de PayPal de Mercator, qui est ici. Voilà, pour, je dirais les fonctionnalités plutôt, visuelles. Également la petite parenthèse, sur PayPal. Alors je vais juste traiter la tâche parce que j'avais mis mode un peu offensif sur le fait que si on la traite pas, on est notifié toutes les minutes et ça risque de nous spammer légèrement sur le webinaire. Hem
Les autres fonctionnalités sont un peu moins démontrables, en tout cas, les 2 suivantes. OneDrive, donc OneDrive, c'est quoi? C'est la possibilité de stocker, vos documents sur le drive. Donc on est de plus en plus habitué de pouvoir stocker des documents sur un drive, par exemple Google Drive existe. Nous, on a fait le choix forcément cohérence produit de Microsoft, OneDrive et donc la possibilité de stocker les documents qui sont générés par Mercator, exemple duplicata, PDF, exemple des documents qui sont stockés dans des fiches de unité ou documents sur OneDrive. Alors, on avait les modes, précédemment de stockage qui étaient, en fait SQL et alors je vais oups, pas donc je vais repartir sur les duplicata. Hop, voilà. Voilà. On avait les modes qui étaient disponibles SQL et disque. Donc SQL, je stocke directement dans ma base de données l'ensemble de mes documents Mercator. Disque, je vais les stocker directement, sur mon serveur. Eh bien, OneDrive maintenant fait son apparition dans le stockage et on pourrait fonctionner en hybride, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dire, «OK, c'est soit tout l'un ou tout l'autre». On peut optimiser les choses et donc le plus, bah, c'est que derrière vous allez, pouvoir retrouver, l'interface OneDrive sur le net pour retrouver facilement vos documents, centralisés. Le plus aussi possiblement, c'est que ça vienne désengorger, votre base de données, SQL. Le petit moins, c'est que la réactivité par rapport à un stockage SQL est quand même moindre parce qu'en fait, on est sur une API, où on va stocker les documents, sur le cloud de Microsoft. Ça marche très bien, mais forcément en local, sur une DB, c'est, vachement plus rapide ainsi que sur disque. Alors, en termes de grosses fonctionnalités qui fait son apparition sur la V12, on a le lien avec Ponto, donc le Ponto Connect. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Ponto, eh bien c'est de comme ils le disent, de l'open banking. Donc en soi, c'est pouvoir interroger, vos banques. Donc là, ils sont compatibles avec, énormément de banques, hein. Vous pouvez toujours le rechercher si vous avez un doute, mais on a beaucoup de banques qui sont disponibles. A priori, c'est la majorité et l'idée, c'est qu'on va, plutôt que de télécharger, les codas, donc les extraits de comptes codifiés via, Isabelle, bien que Ponto, fasse partie de Isabelle Group, hein. On le fait, via Ponto et donc on est plus en direct. En tout cas, on est, sur un rythme, de 4 fois la journée pour pouvoir interroger les choses et donc on a un flux bancaire qui est beaucoup plus, direct. On fonctionne aussi avec API, donc on fonctionne pas avec du téléchargement de fichiers. Pour ceux qui ont Isabelle Connect, bah, c'est déjà le cas, mais pour ceux qui utilisent, par exemple, simplement les codas de manière manuelle dans Mercator parce que, bah, ils n'ont pas Isabelle et ils sont connectés à leur banque. Exemple, CBC, je vais sur mon interface CBC, je télécharge, mes codas et ensuite je les ingère dans Mercator manuellement parce que je les ai stockés au bon endroit. Eh bien ici, Ponto, on n'a plus besoin de faire tout ceci. Directement via un point de menu, on va interroger la banque et télécharger ce qui est, de nouveau, au niveau de la banque. Alors forcément, comme le rythme n'est plus journalier, là, il y a des choses qui changent. Il y a une limite par rapport aux domiciliations également sur Ponto. Sinon tout ce qui est, virement, donc pas téléchargement d'informations, bancaires, mais plutôt upload de fichiers de virement, ça, c'est compatible avec Ponto. Et alors je vais clôturer, ce webinaire sur la V12 avec, la fonctionnalité de facturation des tickets a posteriori. Alors, que veut dire ceci? Donc on a déjà été tous confrontés au fait que, un client revienne X jours après avec un ticket en main ou des tickets en main et nous demande alors de, facturer ses tickets parce qu'en fait, oui, il a une société et il voudrait facturer ses tickets. Si ces tickets ont déjà été facturés dans l'enveloppe journalière, vers le client comptoir générique, c'est compliqué. Aussi, il faut mouvementer, en tout cas, la caisse a posteriori et cetera et donc là, on a vraiment packagé ceci via une fonctionnalité gestion
Facturer les tickets pour autant que je sois dans le bon Mercator, gestion, voilà, facturation des tickets qui va nous permettre vraiment de venir scanner le ticket de caisse. Donc là, on pourra avoir un code barre sur les tickets de caisse pour faciliter les choses ou un code QR. On va les scanner ici à la chaîne, choisir le client de destination et Mercator va vraiment s'occuper de tout le reste. Donc il va à un moment donné annuler le ticket qui était sur le client comptoir, il va faire les mouvements de caisse appropriés et par contre créer la facture, la nouvelle facture sur, le client professionnel en question. Voilà. Eh bien donc, le format webinaire est court, donc on a choisi certaines choses à mettre en avant, sur cette V12. C'est chose faite, on va pouvoir ouvrir, la séance de questions-réponses, sur le sujet. C'était un plaisir en tout cas de vous présenter cette nouvelle V12 à travers de ce webinaire. Bonjour. Bonjour. Voilà, moi je suis Jean V12. Oui? J'aimerais bien trouver la solution pour. Vous avez montré comment épingler les icônes. En fait, Oui. moi, quand je fais augmenter statut de mes précommandes vers commandes, la configuration que j'ai faite dans mes commandes fournisseurs disparaît à chaque fois. Donc, j'ai épinglé des icônes. Si j'ouvre une commande fournisseur, ça reste bien, mais si je fais augmenter statut, je reviens toujours à la configuration de base. Oui, oui, parce qu'en fait, chaque écran est pensé, différemment et donc il faut le faire au moins une fois sur chaque écran. D'accord, donc, ah oui, donc je vais aller le faire dans mes Oui, préparations de commandes aussi. oui, c'est ça et là, ce sera bon. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire que, beh, en préparation de commande, je n'imprime jamais, donc je ne veux pas épingler le bouton imprimer. Par contre, ma commande fournisseur, celle-là, je l'imprime ou alors je l'envoie par mail et dans ce cas-là, je vais épingler ce bouton-là. Voilà. Je vais tester. Ok, moi, ça m'a embêté un petit peu, donc, ok, Ben merci. oui, oui, non, je comprends, mais en fait, on a vraiment pensé chaque écran différemment. Alors, c'est un tout petit peu plus laborieux au début pour initialiser les choses, mais en même temps, au moins, qui peut faire le plus peut faire le moins. Et derrière, ben, on récupère tout un épinglage de boutons qui est différencié selon les besoins de chacun. Surtout parce que finalement, chaque utilisateur n'a pas accès à tout écran, et donc chaque utilisateur pourra avoir des besoins particuliers selon les écrans. Ok, merci. Ça semble Voilà. fonctionner, donc, Je je vais vous en tester. prie. Merci. C'est une bonne nouvelle en live dans un webinaire que ce soit fonctionnel. Bonjour, est-ce que la V12 a aussi un impact sur les fonctionnalités pingouin? Alors, heu, oui, mais ça a été complètement, je dirais transparent, pour vous. En fait, on a migré, donc vraiment, Pingouin en MAUI, et dans la dernière version de MAUI, donc ça, c'est plutôt technique, plutôt, technologique, je dirais. Ce qui fait qu'on est 100 à la page sur cette application en termes de technologie, de Microsoft et technologie mobile. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour, la pérennité de nos produits. Mais derrière, fonctionnellement, oui, on ajoute de temps en temps des fonctionnalités, mais par contre, elles sont complètement, différentes et dissociées de l'interface ERP. Donc les nouvelles fonctionnalités Pingouin arrivent dans Pingouin et l'inverse, également au niveau ERP. Voilà, on ne mélange pas les choses, surtout que ici l'essentiel était finalement dans l'interface graphique des choses. Et là, on est vraiment sur des technologies embarquées, heu, tout à fait différentes. Alors, j'ai vu une question passer, mais elle s'est ensuite masquée. Tac, 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 je vais donc dans la conversation pour la retrouver. Faut-il prévoir une mise en place et abonnement éventuel pour Ponto? Oui, pour passer sur Ponto, je vous invite à contacter votre chef de projet qui vous expliquera. Donc de fait, il faut souscrire, auprès de Ponto et derrière, il y a une petite installation, à mettre en place, chez nous. Mais voilà, c'est essentiellement standard, donc ça fonctionne bien et on a eu nos 1ers bêta-testeurs qui ont pu faire, un travail, vraiment essentiel pour nous et donc on a pu, voilà, vraiment avancer sur l'amélioration de la fonctionnalité qui est bien mature maintenant. Alors, merci. Je pense qu'au niveau des questions, on a fait le tour. Merci de votre présence, merci, de votre intérêt, quotidien pour ce qu'on fait. Et voilà, on reste connecté, n'hésitez pas
vous avez votre chef de projet dédié, vous avez le ticketing pour, poser vos questions, vous avez également, vos commerciaux dédiés pour ces questions produits, nouveautés produits. N'hésitez pas à d'abord entamer la démarche niveau commercial. On y répondra, on peut même vous redémontrer des choses et alors ensuite on passe dans l'implémentation, si c'est utile et jugé utile pour vous et si ça répond à vos besoins. Merci à tous et alors, bah, je vous souhaite, une agréable journée. À très bientôt.